Ta mère ne comprend rien au combat, Abigail. Regarde ses mains, on dirait qu'elles ne savent tenir qu'une serpillière. La voix de Todd claqua dans l'air comme un coup de fouet. Le dojo entier se figea une fraction de seconde. Sous les néons blancs, la sueur brillait sur les fronts, l'odeur lourde de tatami chauffé flottait, mélangée à celle du désinfectant bon marché. Les pieds nus des élèves reprirent leur déplacement sur le tapis, chuchotements étouffés, froissement de kimono. Sur le bord du tatami, un son plastique bleu, une serpillière tordue qui dégoulinait encore, et à côté Carole. Elle garda les yeux baissés, les doigts rougis crispés sur le manche de la serpillière. Ses ongles courts étaient fendus par les produits ménagers. Ses bras maigres, fatigués par une journée entière de nettoyage, semblaient soudain nus sous tous ses regards. Sensei, je peux finir plus tard, si ça dérange, murmura-t-elle. Todd fit quelques pas vers elle, sa ceinture noire parfaitement nouée, son kimono immaculé contrastant avec le vieux t-shirt gris de Carole taché d'eau. Il sourit, un sourire qui n'atteignait jamais les yeux. Déranger, non, ça ne dérange pas, c'est même instructif. Il se tourna vers les parents assis sur le banc en bois contre le mur. Certains tenaient des bouteilles d'eau, d'autres filmaient encore leurs enfants avec leur téléphone. Le bourdonnement faible de la climatisation résonnait au plafond. Regardez bien tout le monde. Voilà ce qui se passe quand on ne comprend pas la discipline. On passe sa vie à ramasser derrière ceux qui, eux, ont fait les efforts. Un petit rire gêné jaillit quelque part. Une mère détourna les yeux, mal à l'aise. Un père croisa les bras sans rien dire. Au fond de la salle, balai en main, Abigail sentait ses paumes devenir humides. Elle faisait semblant de s'intéresser à la poussière coincée près de la plinde, mais chaque mot de Todd lui rentrait dans la poitrine comme une écharde. Maman souffla-t-elle à peine sans que personne n'entende. Todd attrapa un plastron posé sur un tas de protection. Le cuir usé grinça sous ses doigts. Il se retourna vers Carole, levant la voix. « On va faire une petite démonstration. »« Tu viens sur le tatami, Carole ?» Les têtes se tournèrent vers elle. La lumière crue soulignait les cernes sous ses yeux. Elle essuya malgré elle ses mains moites sur son gant noir, laissant deux traces un peu plus sombres. « Non, non, Sensei, je ne sais pas me battre. Je suis juste là pour le ménage. » Justement. Il lui lança le plastron, qui heurta son torse avec un bruit mat avant de glisser au sol. On verra ce que ça donne quand quelqu'un sans entraînement se retrouve face à un adversaire. Ce n'est pas ce que tu dis toujours à ta fille, le monde est dangereux. Les élèves se regardèrent, certains avec excitation, d'autres clairement mal à l'aise. Le frottement d'un kimono sur le tapis sembla soudain trop fort dans le silence. Abigail sentit la colère lui monter à la gorge, laissant un goût métallique dans sa bouche. Ses doigts se crispèrent autour du manche du balai au point de faire blanchir ses phalanges. Elle savait que si sa mère montait sur ce tatami, ce ne serait pas un cours, ce serait un spectacle. Et le clown, ce serait Carole. Quelques heures plus tôt, sa journée avait pourtant commencé d'une manière complètement différente. Le matin, la cour du collège sentait la craie humide et les croissants rassis du distributeur automatique. Abigail était assise sur un banc en béton, son sac à dos élimé à ses pieds, un sandwich emballé dans du film plastique sur les genoux. Devant elle, près du grillage, deux garçons encerclaient un petit sixième qui tenait un vieux sac de sport déchiré. « Allez, montre ce qu'il y a dedans. T'as peur ou quoi ?» Le plus grand lui donna une petite tape derrière la tête. Rien de spectaculaire, juste assez pour faire rire son copain. Abigail mâchouillait un coin de pain sans vraiment avoir faim. Son ventre gargouillait quand même, habituée au petit déjeuner trop léger. Elle observa la scène, hésitant. Elle entendait déjà la voix de sa mère, fatiguée. « Ne te mets pas dans des histoires, tu sais qu'on ne peut pas se le permettre. » Le petit sixième serrait son sac contre lui. « Laisse-le tranquille, » lança Abigail sans se lever. Les deux garçons se retournèrent, surpris de la voir s'en mêler. Le soleil pâle du matin reflétait sur les fenêtres sales du bâtiment, éblouissant légèrement. « Quoi, toi, tu dis quoi ?» Abigail se leva calmement. Elle n'était pas grande, mais se tenait droite, les épaules alignées, comme si quelqu'un l'avait un jour beaucoup corrigée là-dessus. « Je dis que s'il ne veut pas montrer ce qu'il y a dans son sac, c'est son droit, et toi, t'as pas besoin de le frapper pour le savoir. » Elle planta ses yeux dans ceux du plus grand sans hausser le ton. Aucune menace, juste une certitude tranquille. Le garçon ricana mais il hésita. Il n'y avait dans son regard ni défi physique, ni peur flagrante, juste cette façon d'être ancré. Comme si pousser plus loin serait bizarrement une mauvaise idée, il finit par hausser les épaules. « T'es bizarre, toi, viens on se casse. » Ils s'éloignèrent en traînant leurs baskets sur le bitume.
Le petit sixième restait là, tremblant légèrement, ses yeux brillaient, il reniflait. « Merci, souffla-t-il. Abigail lui tendit son sandwich sans vraiment y réfléchir. « Tiens. Mange-le vite avant qu'il change d'avis. Mais toi, c'est bon, j'ai pas très faim. » Ce n'était pas vrai, mais son estomac, déjà habitué à négocier avec peu, se tut. Plus tard, elle rentrerait dans leur appartement minuscule, au 3e étage d'un vieux bâtiment qui sentait la friture froide dans la cage d'escalier. Dès qu'elle ouvrait la porte, elle reconnaissait l'odeur familière de lessive bon marché et de café réchauffé. Une seule petite chambre où elle dormait sur un lit pliant, un salon qui faisait office de salle à manger, de bureau et parfois de buanderie, et une cuisine où les casseroles d'occasion brillaient malgré les égratignures. Il n'y avait pas de chambre de frère ou de sœur, parce qu'elle n'en avait pas. Pas de photo de père sur le frigo non plus. Il était parti quand elle avait 4 ans, sans se retourner, sans un seul appel depuis 9 ans. Sa seule famille proche, c'était sa mère, Carole, qui se levait avant l'aube pour enchaîner les chantiers de ménage, et son grand-père Michael, à l'autre bout de la ville, qui passait chaque fois qu'il le pouvait. Carole se frottait les mains sous l'eau chaude au-dessus de l'évier, les articulations rougies. « Tu es rentrée, Abby, tu peux sortir les draps du tambour, s'il te plaît. Sinon ça va sentir le renfermé. » Abigail obéissait sans se plaindre, habituée à ce balai précis où chaque minute de la journée comptait. Si à ce stade, vous sentez déjà que la vie d'Abigail ne lui laisse aucun répit, gardez ça en tête et accrochez-vous à son histoire. Vous voudrez voir jusqu'où cette fille comprend pour la fille de la femme de ménage peut aller. Parce que ce soir-là, tout allait basculer. Au dojo, l'odeur de sueur séchée et de tatami frotté à la javel reprit le dessus sur le reste. La lumière blanche des néons aplatit la scène comme dans une salle d'attente trop propre. Todd tenait toujours le plastron, le balançant légèrement du bout des doigts. « Allez, Carole, juste une petite démonstration, tu n'as pas peur si. » Quelques rires étouffés fusèrent. Carole secoua la tête, les joues en feu. « Je ne peux pas vraiment, ce n'est pas mon travail, ton travail c'est d'écouter quand on te parle. » Cette phrase plus sèche fit baisser quelques regards. Abigail sentit quelque chose céder en elle. Sa mère encaissait tellement les coups de la vie qu'elle s'était habituée, mais cela était différent. Ils étaient donnés sous des néons, devant des bancs remplis, avec un sourire. Avant même d'avoir tout à fait compris ce qu'elle faisait, elle posa le balai contre le mur. Ses pieds nus quittèrent le sol froid pour le tapis tiède, légèrement collant. Le changement de texture lui donna un frisson jusqu'aux épaules. « Je peux monter, moi, dit-elle. » Sa voix n'était pas très forte, mais le silence qui suivit la porta jusqu'au fond de la salle. Todd tourna la tête surpris, puis un sourire narquois étira sa bouche. « Ah, la relève !» Carole s'avança d'un pas paniqué. « Abigail, non, descends de là tout de suite. » Abigail sentit le regard de sa mère sur sa nuque lourd de peur. Elle n'osa pas se retourner. Si elle voyait ses yeux, elle redescendrait. « C'est bon, maman, je vais juste montrer. » Todd éclata d'un rire amusé. « Tu veux montrer quoi exactement, comment balayer un tatami ?» Des rires plus francs retentirent cette fois. Certains élèves gênés se contentèrent de sourire sans bruit. Ben, debout dans le rang des plus avancés, serra les lèvres, mal à l'aise, mais il ne dit rien. Todd jeta le plastron aux pieds d'Abigail. « Enfile ça, on va voir ce que tu as dans le ventre. » Le cuir du plastron était froid contre le t-shirt d'Abigail. Elle resserra les sangles, ses doigts tremblants glissant sur le métal. Son cœur cognait fort dans sa poitrine, mais ses épaules restèrent étonnamment stables. Ses pieds se posèrent naturellement en garde, un peu trop naturellement pour une fille censée n'avoir jamais fait que nettoyer les bords du tapis. Todd fit quelques pas en arrière, prenant une posture détendue. « Ne vous inquiétez pas, je vais y aller doucement, » lança-t-il aux parents. « C'est juste pour que tout le monde comprenne que le combat, ce n'est pas un jeu. » Il se pencha légèrement vers Abigail, la voix plus basse mais assez forte pour que la première rangée entende. « Tu feras moins la maligne après ça. » Elle inspira, une fois, 2 fois. Le bruit des néons sembla s'éloigner, les chuchotements se fondre en un bourdonnement lointain. Le tatami sous ses pieds, lui, était parfaitement réel. Todd avança d'un pas rapide, comme on s'amuse à faire peur à un enfant. Puis il accéléra à bras tendus, prêt à la saisir par l'épaule, sûr qu'elle se recroquevillerait. Elle ne bougea pas tout de suite. Au dernier moment, son poids se déplaça à peine, juste assez pour que son centre de gravité s'aligne. Son pied arrière pivota, son buste se tourna, son bras jaillit. Sa main en demi-point parfaitement placée,
vint frapper le plexus solaire de Todd, exactement là où la protection du plastron s'arrêtait, dans ce petit espace négligé qu'aucun débutant ne remarque. Le bruit fut sec, profond, comme le coup d'un ballon lourd contre un mur. Todd s'arrêta net. Son souffle se coupa d'un coup. Ses yeux se dilatèrent. Puis il plia, les genoux rencontrant le tatami avec un froissement sourd. Le dojo entier se vida de son bruit en une seconde. Plus de pas, plus de chuchotements. Même la climatisation semblait s'être tue. Abigail sentit une froideur remonter de sa colonne vertébrale jusqu'à sa nuque. Une goutte de sueur coula entre ses omoplates. Ses propres mains avaient une sensation étrange, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Elle venait d'abattre un homme 2 fois plus lourd qu'elle avec un seul coup. Et surtout, elle savait exactement comment elle avait fait. Ce n'était pas de la chance. Une image fulgura dans son esprit, si nette qu'elle en oublia presque où elle était. Un salon étroit aux rideaux défraîchis. Un tapis posé à même le sol. Son grand-père Michael, en pantalon de survêtement, les pieds nus derrière elle. Compte tes respirations, Abby encore. 1, 2, 3. Sa main petite, à 8 ans, frappant un vieux coussin transformé en cible. Ce n'est pas la force qui compte, c'est la précision. Tu ne frappes jamais pour te prouver quelque chose. Tu frappes seulement quand tu n'as plus d'autre choix. Et une seule fois si tu peux. Dans le dojo, la réalité revint brutalement avec le son râpeux de Todd qui cherchait de l'air. Ça va, hasarda une voix dans le public. Todd leva une main comme pour dire oui, mais sa paume tremblait légèrement. Il inspira enfin, un long souffle sifflant qui brisa le silence. Tout va bien, articula T-il, le visage congestionné, tâchant de se redresser. Un rire nerveux s'échappa d'une adolescente. On ne savait plus si on devait applaudir ou s'inquiéter. Todd se remit debout, chaque mouvement trop contrôlé pour être vraiment naturel. Il tapota le plastron d'Abigail avec une exagération forcée. Voilà ce qui arrive quand on ne respecte pas la distance de sécurité, plaisanta T-il, la voix trop aiguë. Bon réflexe, mais ce n'est pas un jeu comme je le disais. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Abigail une fraction de seconde. Derrière le sourire, elle y vit quelque chose de brut, pas seulement la douleur, une blessure plus ancienne, touchée en plein centre. Elle défit le plastron, les doigts soudain maladroits, et recula du tatami. Carole l'attira contre elle, ses mains encore tremblantes. « Tu es folle » chuchota-t-elle à sa fille, la voix cassée. « Mais merci. » Dans les vestiaires, plus tard, l'ambiance était différente. L'odeur du déodorant bon marché se mélangeait à celle de la sueur fraîche, l'air plus lourd sans la climatisation. Les casiers claquaient, les fermetures éclairs couinaient. « Tu as vu comment elle l'a fait tomber ? Je croyais qu'elle ne faisait que nettoyer. » Todd avait l'air vraiment mal, quand même. Abigail rangeait silencieusement les serviettes humides dans un sac en plastique. Elle sentait les regards furtifs glisser sur elle, comme des piqûres d'épingle. Certains portaient de l'admiration, d'autres de la peur. Un garçon un peu plus grand s'approcha, sac de sport sur l'épaule. Ben, ses cheveux sombres encore collés par la sueur, le col de son kimono entrouvert, il avait encore cette allure d'élève modèle que Todd mettait toujours en avant. Il ouvrit la bouche, sembla chercher ses mots, puis se ravisa. « Ah plus » dit-il simplement, avant de tourner les talons. Elle regarda son dos s'éloigner, sans savoir si elle devait se sentir soulagée ou trahie par ce silence. Le bus pour rentrer était presque vide. Les sièges en plastique bleu collaient un peu sous les cuisses, l'odeur lourde de désinfectant tentant de masquer celle de vieille poussière. Par la fenêtre, les lumières oranges des lampadaires découpaient la ville en bandes lumineuses. Carole tenait son sac contre elle comme un bouclier. Ses doigts jouaient avec la fermeture éclair, la tirant, la repoussant dans un tic nerveux. « Tu aurais pu lui casser quelque chose » souffla T-elle. « Je l'ai juste stoppé » répondit Abigail. « Il voulait te faire monter là-haut devant tout le monde. » Carole ne répondit pas, son profil se découpait contre la vitre, les cernes violets accentuées par la lumière blafarde du bus. « C'est un maître, Abby. C'est mon patron, on n'a pas les moyens de se le mettre à dos. » Abigail sentit un poids se poser dans son ventre. « Tu voulais que je fasse quoi, que je le laisse t'humilier ? » « Je veux juste que tu restes en sécurité, » murmura Carole. « C'est tout ce qui compte. » À la maison, l'odeur du café réchauffé et d'oignons frits les enveloppa dès qu'elles franchirent le seuil. La télévision était éteinte, mais une lumière jaune filtrait sous la porte de la cuisine. Michael était déjà là, assis à la petite table, ses coudes appuyés sur le bois usé, une tasse fumante entre les mains. Ses cheveux gris coupés courts laissaient voir la cicatrice qui barrait discrètement sa tempe.
Je me suis dit que vous auriez besoin de moi ce soir, dit-il en levant les yeux. Sa voix était grave, calme, avec cette façon de poser les mots comme on place des pièces sur un échiquier. Carole posa son sac avec un soupir qui ressemblait presque à un sanglot retenu. Elle l'a frappé, l'a châté elle d'un coup, comme si les mots brûlaient. Devant tout le monde, Michael tourna son regard vers Abigail, ni reproche, ni fierté ostentatoire, juste une attention intense. « Raconte-moi exactement ce qui s'est passé, dit-il. Abigail se laissa tomber sur une chaise, la toile du siège grinça. Elle sentit sous ses doigts les petites entailles dans le bois, souvenir d'années de couteaux un peu trop aiguisés. Elle raconta tout. Les plaisanteries sur les mains de sa mère, le plastron lancé comme un os à un chien, le regard de la salle, puis le moment où Todd avait foncé sur elle. Quand elle décrivit le coup, elle sentit son propre corps se remémorer le geste. Le pivot du pied, le transfert du poids, le poing qui part en expirant. Michael ferma les yeux un moment, comme pour visualiser la scène. « Tu as visé où, exactement » demanda Théil. Elle posa 2 doigts sur son propre torse, là, juste au-dessus, comme tu m'as montré. Une ombre de sourire passa sur le visage ridé du vieil homme. « Et tu l'as fait parce qu'il allait toucher ta mère ?» Ce n'était pas une question. Abigail hocha la tête. « Je n'ai pas réfléchi, c'est juste sorti. » Michael soupira, laissant échapper une longue expiration par le nez. « Ce n'est pas ça, ne pas réfléchir, » répondit-il doucement. « C'est réagir avec ce que ton corps sait déjà faire. Tu t'es entraîné pour ce genre de moment. Mais tu te souviens de ce que je t'ai toujours répété ?» Elle fixa la table, où quelques miettes de pain formaient un petit relief. « On ne frappe que quand on n'a plus d'autre choix, et si possible une seule fois. » Il acquiesça. « Tu as tenu ça ce soir, tu aurais pu continuer, tu ne l'as pas fait, c'est important. » Carole passa une main sur son visage épuisé. « Ce n'est pas ça qui va l'empêcher de nous faire payer, » murmura T.L. Michael tourna la tête vers elle. « Il te manque encore des éléments, Carole. Tu connais cet homme comme patron, mais il faut comprendre qu'il est en dessous. » Abigail sentit une pointe d'angoisse la piquer. « Papy, tu crois qu'il va faire quoi ?» Michael resta silencieux une seconde de trop. Le tic-tac du vieux réveil dans le couloir sembla soudain très fort. Un homme qui vit de son image et qui se fait mettre à genoux devant ses élèves ne laisse pas passer. Il va vouloir reprendre le contrôle, d'une façon ou d'une autre. Cette nuit-là, Abigail eut du mal à fermer l'œil. Elle entendait encore le bruit mat de Todd tombant sur le tatami, la réaction de la salle, le battement irrégulier de sa propre respiration. Quand elle finit par s'endormir, elle rêva de coups répétés, de cibles qui ne cessaient de bouger, et du visage de Todd qui se mélangeait à celui, flou, d'un homme qui tournait le dos et quittait un appartement, une valise à la main. Le lendemain soir, le dojo sentait plus fort le désinfectant, comme si quelqu'un avait décidé de frotter plus durement pour effacer quelque chose de la veille. Les casiers claquaient plus sèchement, les conversations se faisaient à voix plus basse. Abigail, venue aider sa mère malgré la tension, sentait ce changement jusque dans ses muscles. Todd était là, bien sûr, debout près du bureau, kimono parfaitement ajusté, comme si rien ne s'était passé. Quand une mère d'élève lui demanda avec un sourire inquiet s'il allait bien, il tapota son torse, riant. Juste un petit coup surprise, c'est pour ça qu'on insiste autant sur le contrôle. Lorsqu'il croisa Carole dans le couloir, il lui adressa un sourire poli qui donnait la chair de poule. « Carole, hier, c'était intéressant. » Elle serra contre elle le chariot de nettoyage, les roues grinçant sur le carrelage. « Je suis désolée, vraiment, ma fille a réagi trop vite. » Elle ne les excuse, c'est un bon début, coupa Théil, mais on doit veiller à ce que ça ne se reproduise pas. Les parents s'inquiètent, tu comprends. Plus tard, alors qu'Abigail vidait une corbeille de papier dans le couloir, elle l'entendit dans le bureau, au téléphone, la voix mielleuse. « Oui, bien sûr, tout est sous contrôle. » C'était juste un incident isolé avec une gamine un peu impulsive. Mais j'ai pris des mesures. Au dojo, Todd gérait les plannings, décidait qui enseignait quand, qui avait droit à quelles heures, qui accédait au matériel. Son nom apparaissait sur toutes les affiches. Même si le vrai propriétaire était ce mystérieux maître Sato souvent en déplacement, c'était Todd que tout le monde voyait, que tout le monde craignait de vexer. Dans le vestiaire, un article plastifié était accroché au mur, jauni par le temps. On y voyait un Todd plus jeune, sans cheveux gris, brandissant une coupe sous des lumières de salle de compétition. « L'étoile montante des arts martiaux locaux », titrait l'article. Ben, en enfilant ses gants, surprit le regard d'Abigail posé sur la coupure. « C'était il y a longtemps, dit-il, avant sa blessure. »
Quelle blessure demanda TL. Ben hésita puis haussa les épaules. Genou explosé en tournoi, il paraît qu'il était à 2 doigts de passer à l'international. Ça s'est arrêté net. Depuis, il dit qu'il veut surtout former la prochaine génération. Net, comme le coup qu'il avait pris dans le plexus la veille. Net, comme le silence qu'il avait avalé quand il s'était retrouvé à genoux devant ses élèves. Abigail comprit, sans pouvoir le formuler, que son coup avait appuyé là où ça faisait déjà le plus mal. Pas seulement dans le corps, dans la fierté. La soirée suivante, le dojo était plein. Des parents entassés sur le banc, des enfants en kimono impeccables alignés par taille, ceintures colorées bien serrées. L'odeur de pieds nus et de désinfectant se mêlait à celle des boissons énergétiques ouvertes dans le coin. On aurait dit un petit spectacle de fin d'année. Todd se plaça au centre, le dos bien droit, ses yeux parcourant la salle comme s'il en possédait chaque centimètre. Avant de commencer, dit-il, je dois aborder un sujet important, la sécurité. Le mot résonna dans l'air, lourd de sous-entendus. Abigail, assise en retrait, sentit les muscles de sa nuque se tendre. Carole, debout près de la porte avec son seau, serra la mâchoire. Hier, un incident regrettable a eu lieu, continua Todd, la voix parfaitement modulée. Une élève qui n'est pas officiellement inscrite ici a porté un coup incontrôlé. Il laissa ce mot flotter, incontrôlé. Je tiens à rassurer tout le monde, je vais bien, mais je ne peux pas fermer les yeux sur un comportement dangereux, surtout quand il met en cause la discipline qu'on enseigne ici. Des murmures parcoururent les bancs. Un père lança un regard inquiet à son fils. Todd se tourna lentement vers Carole et Abigail. Carole, je respecte ton travail, mais ta fille a besoin d'apprendre les limites, et toi aussi. Carole blêmit. Je suis vraiment désolé, Todd. Sensei, corrigea-t-il avec un sourire doux amé. Il s'agit de respect. Je ne peux pas me permettre que quelqu'un qui ne comprend pas les règles circule librement sur le tatami. Il se tourna vers les parents. Imaginez qu'un de vos enfants prenne un coup incontrôlé d'une personne qui n'est même pas élève ici. Est-ce acceptable? Des têtes secouèrent la tête en silence. Quelques sourcils se froncèrent. Pour la sécurité de tous, reprit-il, je ne peux plus autoriser la présence de cet enfant pendant les cours. Ses yeux se posèrent sur Abigail tranchant. Et pour être honnête, ajouta-t-il, je ne suis plus très à l'aise à l'idée de garder comme employé quelqu'un qui amène un tel risque dans mon établissement. Carole eut un hoquet. Quoi, je suis désolée, Carole, vraiment. Mais tu comprends. La réputation du dojo, la sécurité, tout ça, je pense qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là. Il venait de la licencier, devant tout le monde. La gorge de Carole se serra, ses mains tremblaient si fort qu'on aurait dit qu'elle ne lui obéissait plus. Mais j'ai besoin de ce travail. Je fais tout ce que vous demandez, je t'en suis reconnaissant, répondit Todd sans un pli dans sa voix. Mais parfois, il faut prendre des décisions difficiles. Je te paierai jusqu'à la fin du mois. Un silence pesant suivit, personne n'applaudit, personne ne protesta non plus. Abigail sentait une brûlure monter derrière ses yeux. Sa poitrine était comme serrée par une main invisible. Elle voulut dire quelque chose, crier que c'était lui qui l'avait provoqué, que sa mère ne méritait pas ça. Mais quand elle regarda autour d'elle, elle ne vit que des visages fermés, des épaules qui se rentraient, des yeux qui évitaient les siens. La honte était un liquide lourd qui se répandait sur le tatami, invisible mais partout. Carole baissa la tête. Je comprends, murmura-t-elle, alors qu'elle ne comprenait rien du tout. Ce fut ainsi que, sous les néons et les regards détournés, elle perdit son travail. À l'extérieur, l'air frais de la nuit les frappa au visage comme un seau d'eau glacée. Le parking sentait le bitume tiède et l'essence. Les lampadaires traçaient des cercles jaunes sur le gravier. Carole marchait vite, son sac sur l'épaule, comme si le simple fait de rester à portée de voix du dojo pouvait encore lui faire plus de mal. Maman attend, lança Abigail, peinant à suivre. Une main se posa soudain sur l'avant-bras d'Abigail. Abby. Elle se retourna. Ben, son sac de sport battait contre sa hanche, son kimono dépassant encore de la fermeture ouverte. Son visage était tendu. Je sais que ce qu'il a dit, c'est des mensonges, lâcha-t-il à toute vitesse. Je l'ai vu hier, j'ai tout vu, il t'a provoqué, il l'a humilié. Il jeta un coup d'œil nerveux vers la porte du dojo. Je ne peux pas le dire devant eux, pas encore. Mais tu n'es pas folle, tu n'es pas dangereuse. Abigail le fixa, prise de court. Alors pourquoi tu n'as rien dit là-dedans? La question sortit plus dure qu'elle ne l'aurait voulu. Ben serra la sangle de son sac, ses jointures blanchirent. Parce que il avala sa salive. Parce que c'est lui qui décide si je passe la ceinture noire cette année. Parce que ma mère paie ce dojo avec 3 boulots.
Parce que j'ai peur, ok, il inspira profondément. Mais je voulais que tu saches que tu n'es pas la seule à avoir vu ce qui s'est vraiment passé. Il fit demi-tour presque immédiatement, comme s'il venait de franchir sa propre limite de courage. Abigail le regarda rentrer dans la lumière blanche du dojo, refermant la porte derrière lui. Sur le trajet du retour, même le bus semblait plus bruyant que d'habitude. Chaque secousse faisait teinter les pièces au fond du sac de Carole. Elle gardait les yeux rivés sur le sol, comme si elle avait peur de croiser un reflet. À la maison, la cuisine sentait le café réchauffé pour la 3e fois et le produit vaisselle citron. La lumière du plafonnier était trop vive, rendant le carrelage encore plus terne. Carole posa son sac sur la table et cette fois, il n'y eut pas de soupir retenu, juste un effondrement. Elle tira une chaise, s'assit lourdement et enfouit son visage dans ses mains. Ses épaules commencèrent à trembler, d'abord à peine, puis violemment, comme si tous les sanglots qu'elle avait retenus depuis des mois avaient décidé de sortir d'un coup. Abigail resta plantée là, incapable de bouger. « Maman, on va faire comment pour le loyer ?» sanglota Carole entre 2 respirations saccadées. « On va faire comment, Abby ?» Les mots percèrent comme des aiguilles. La porte d'entrée s'ouvrit sans bruit et Michael entra, refermant doucement derrière lui. Il prit la scène en un regard. « Il l'a fait, dit-il. Ce n'était pas une question. » Abigail hocha la tête. Devant tout le monde, il a dit qu'elle était dangereuse, qu'on était un risque. Michael s'avança, posa une main sur l'épaule de sa fille. Sa paume était chaude, ferme. Il ne va pas s'arrêter là, dit-il à mi-voix. Pas après ça. Tu peux arrêter de dire ça, explosa Abigail. Tu fais que répéter qu'il ne va pas s'arrêter. Alors on fait quoi, nous? On se laisse faire. Un silence lourd tomba dans la petite cuisine. Le tic-tac du réveil dans le couloir, le bourdonnement du frigo, le léger glou-glou de la cafetière oubliée sur le côté. Michael prit une chaise et s'assit lentement, comme quelqu'un qui s'apprête à annoncer une mauvaise nouvelle. Un homme comme lui ne supporte pas l'idée de perdre la main, dit-il. Il a déjà touché à ton travail. La prochaine chose qu'il cherchera à contrôler, c'est ce qui vous garde ici, votre toit. Abigail sentit sa bouche s'assécher. Tu crois vraiment qu'il irait jusque-là? Et il a déjà humilié ta mère devant une salle pleine pour sauver son image, Abby. Tu penses vraiment qu'un coup de fil de pluie lui ferait peur? Ou au même moment, à quelques rues de là, le dojo était vide. Les tatamis propres, les lumières de la salle éteintes, seul le bureau de Todd était encore éclairé d'une lampe de bureau au halo jaunâtre. Todd était assis, la jambe allongée, une bande de compression serrée autour de son genou blessé. Il massait machinalement l'articulation, le visage crispé par une douleur sourde qui ne disparaissait jamais complètement. Sur son bureau, une médaille un peu ternie reposait à côté de la souris de son ordinateur. Il la prit du bout des doigts, la fit tourner. Les reflets du métal lui renvoyèrent un jeune homme suant sous des projecteurs, les acclamations d'une salle, le flash d'un photographe. Puis l'image bascula en celle du sol qui se rapproche, du craquement dans le genou, du hurlement étouffé. Il reposa la médaille avec un petit claquement sec et ouvrit son carnet d'adresses. Ses yeux défilèrent sur les noms jusqu'à ce qu'un en particulier le fige. Oak Ridge Gestion Immeuble. Un léger sourire, cette fois sans chaleur, étira ses lèvres. Il saisit son téléphone, composa le numéro inscrit. Dans la cuisine de Carole, la vapeur montait encore d'une tasse de café que personne ne buvait. Abigail fixait la surface sombre, où se reflétait à peine la lumière du plafonnier. On trouvera une solution, répétait-elle plus pour elle-même que pour sa mère. On trouvera maman. Rallo Oak Ridge Gestion. Ici Todd Vance de la Vance Combat Academy, disait au même moment Todd, la voix soudain mielleuse. Oui, je vous appelle parce que je suis un de vos partenaires dans le quartier. Il regarda la fenêtre de son bureau, où la nuit se reflétait comme un miroir noir. Il y a, dans un de vos immeubles, une famille que je connais bien. La mère travaillait chez nous. Il y a eu récemment un incident inquiétant avec sa fille. Je me suis dit que, pour des raisons de sécurité, vous voudriez peut-être réexaminer leur dossier. Il choisissait soigneusement chaque mot, il ne disait pas qu'ils étaient dangereux, il n'avait pas besoin. Il laissait cette conclusion se former toute seule dans l'esprit du gestionnaire. À la maison, Carole finit par se lever pour rincer sa tasse vide, les gestes mécaniques. L'eau du robinet coula, froide, éclaboussant l'évier en inox. Abigail s'assit en face de la table. La lumière jaune du plafonnier dessinait des ombres autour de leurs yeux, creusant leurs traits. Les assiettes en faïence presque vides laissaient voir des auréoles plus claires là où la sauce avait été. Dans le silence, un son perça soudain strident et familier.
Le téléphone portable de Carole vibra sur la table, éclairant le bois d'une lueur bleutée. L'écran affichait un nom en lettres noires sur fond blanc, Oak Ridge Gestion. Le regard de Carole croisa celui d'Abigail. Dans ses yeux, il y avait encore des larmes non versées, mais aussi quelque chose d'autre, une terreur glacée brute. Le téléphone continua de sonner, chaque vibration faisant tressaillir la table. Si vous avez besoin de savoir ce qui va être dit au bout de ce fil, gardez cette histoire dans un coin de votre esprit et restez avec moi. Parce que ce que la voix d'Oak Ridge va annoncer à Carole, ce n'est que le début de tout ce qui va suivre. La sonnerie persista, obstinée, remplissant toute la petite cuisine, suspendant leur avenir à quelques mots qui n'avaient pas encore été prononcés. La main de Carole tremblait tellement qu'elle eut du mal à faire glisser son doigt sur l'écran pour décrocher. Le téléphone vibrait entre ses doigts glacés, la lumière bleutée découpant ses traits tirés dans la petite cuisine. Allô. Sa voix était rauque. Bonsoir, Madame Peterson, ici la gestion Oak Ridge, à propos de votre appartement de la rue de l'Orme. Le ton était neutre, administratif, sans chaleur ni agressivité. C'était presque pire. Abigail, assise en face, sentit son ventre se contracter. Elle n'entendait que la moitié de la conversation, mais chaque syllabe lui semblait peser lourd. Le frigo ronronnait doucement derrière elle, un son régulier qui contrastait avec les à-coups de son cœur. « Oui, c'est moi », répondit Carole. « Il y a un problème ?» Un léger froissement de papier se fit entendre à travers le combiné. « Nous avons reçu un signalement de la part d'un établissement partenaire du quartier, l'Avance Combat Academy. Le rapport mentionne un incident impliquant votre fille, décrit comme un comportement potentiellement violent. Dans ce contexte, nous sommes tenus de réexaminer votre dossier de location. » Carole attrapa le bord de la table de sa main libre, ses jointures blanchirent. « Potentiellement violent » répéta-t-elle, comme si les mots lui brûlaient la langue. Abigail sentit une chaleur désagréable lui monter aux joues. Elle aurait voulu arracher le téléphone, hurler que c'était lui le violent, pas elle. Cela ne signifie pas une décision immédiate, reprit la voix. Simplement, lors du prochain renouvellement de bail, d'ici, on entendit des touches de clavier. D'ici 6 semaines, ces éléments seront pris en compte. En cas de plainte répétée ou d'incident supplémentaire, une non-reconduction pourrait être envisagée. 6 semaines, le chiffre tomba entre elles comme un couperet invisible. Il n'y a jamais eu d'incident ici, balbutia Carole. Ma fille, je prends note de vos remarques, madame. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un réexamen. Vous recevrez un courrier explicatif. Bonne soirée. La ligne se coupa avant même qu'elle ait pu répondre. Le bip sec résonna dans son oreille comme un claquement de porte. Carole reposa le téléphone sur la table, trop doucement pour la colère qui grondait dans ses yeux. Ses doigts glissèrent sur la surface en bois, encore tiède de l'appareil. « Il a appelé l'immeuble », murmura-t-elle. « Il a vraiment appelé l'immeuble. » Abigail sentit sa gorge se serrer, mais elle s'obligea à inspirer lentement. L'air avait un goût de savon et de café rassis. « On a 6 semaines, dit-elle. On trouvera une solution. » Elle ne savait pas laquelle, mais l'alternative, finir à la rue ou loin d'ici, lui donnait la nausée. Les jours suivants se tissèrent autour d'elle comme une toile d'araignée, chaque fil tendu par la main invisible de Todd. Dès le lendemain, Carole sortit son vieux carnet à spirale où elle gardait les numéros de ses employeurs et de quelques gérants de salle. Assise à la table, le crayon à moitié rongé entre les doigts, elle téléphonait encore et encore. « Bonjour, c'est Carole, je voulais savoir si vous aviez besoin de quelqu'un pour l'entretien, même quelques heures, oui. Je travaillais à l'Avance Combat Academy avant. » Le simple fait de prononcer le nom de l'endroit faisait naître un silence au bout du fil. Un de ces silences lourds, où l'on sent que quelqu'un se demande s'il doit dire la vérité ou rester poli. « Vous savez, » reprit une voix masculine, embarrassée, « on a entendu parler d'un petit incident là-bas. Le coach nous a dit qu'il préférait éviter de vous recommander pour le moment. Je suis désolé. » Un autre, dans une petite salle de sport de quartier, fut plus direct. « Écoutez, Carole, le milieu est petit. Quand un sensei comme Todd dit que quelqu'un pose problème, on fait attention. On ne peut pas se permettre de prendre le risque. » Elle raccrochait, chaque fois un peu plus voûtée. La gomme du crayon se couvrait de marques de dents. À l'école, Abigail découvrit un autre versant de la même guerre. Dans la cour, les bruits familiers, éclats de voix, cris sur le terrain de basket, claquements des portes métalliques, semblaient flotter au-dessus d'elle comme si elle n'y appartenait plus tout à fait. Elle marchait vers sa salle de classe quand un chuchotement la fit tourner. 2 filles, accrochées à leur téléphone, la regardaient en coin.
C'est elle, souffla l'une. Regarde. Abigail se rapprocha d'un pas. Sur l'écran, une courte vidéo tremblante montrait un tatami, un adulte en kimono blanc avançant vers une silhouette plus petite, puis un coup rapide, mal cadré, et l'adulte qui s'effondre. On entendait des exclamations, puis la vidéo coupait net. On ne voyait pas le visage de Todd, pas le sourire cruel, pas les moqueries, juste la chute. Tu as vu comment elle l'a descendu, ricana l'autre. C'est une malade. Un garçon qui passait lança d'une voix trop forte pour être innocente. Et fais gaffe, elle va te démonter comme le prof de karaté. Quelques rires fusèrent. Abigail sentit le sol sous ses pieds aussi stable que d'habitude, mais les regards qui glissaient sur elle lui donnaient l'impression de marcher sur du verre. En classe, même la prof de maths évita soigneusement de la faire venir au tableau, comme si la moindre contrariété pouvait déclencher quelque chose. Elle feignait de ne rien voir, mais ses yeux filaient parfois jusqu'au téléphone posé dans un coin du bureau, où la vidéo devait déjà tourner sur tous les groupes de discussion. Ben, assis 2 rangs devant, sentit la tension dans la salle sans oser se retourner. À la pause, un copain s'approcha de lui, casque autour du cou. « C'est ton dojo, non, c'est vraiment elle qui a explosé Todd. » Ben inspira, sentit l'odeur de désodorisant poire mélangée à celle de transpiration adolescente. « Tu n'étais pas là, répondit-il, la mâchoire serrée. Tu ne sais pas ce qui s'est passé avant. On voit bien la vidéo, mec, il se prend un coup, point. On ne voit pas ce qu'il dit à sa mère avant, ni comment il l'a provoqué. » Son ami haussa les épaules, déjà lassé. Peu importe, tout le monde ne parle que de ça. Le prof humilié par la fille de la femme de ménage, ça fait une bonne histoire. Il s'éloigna, laissant Ben avec un goût amé dans la bouche. Ce soir-là, après le dîner, alors que la lumière orangée de la rue filtrait par la fenêtre du salon, Abigail raconta à Michael ce qu'elle avait vu sur l'écran. « Ils l'ont filmé, dit-elle, assise en tailleur sur le vieux canapé dont le tissu râpé grattait un peu ses jambes. Mais juste le moment où il tombe, pas le reste, pas ce qu'il lui dit avant. » Michael réfléchit un instant, les yeux plissés, son mug de thé entre les mains. La vapeur montait en colimaçon, apportant une légère odeur de mène. « Il y a des caméras dans ce dojo ?» demanda-t-il. Abigail revit mentalement chaque recoin, les angles au plafond, les petites bulles noires discrètes au-dessus de la porte d'entrée, la lumière rouge parfois allumée près du bureau. « Oui, répondit-elle, au moins 2 dans la grande salle, et une près du comptoir. » Quelque chose changea dans le regard de Michael, un éclat professionnel presque froid. « Alors il existe une version complète de ce qui s'est passé, dit-il, une version qu'il ne contrôle pas. » Abigail sentit une étincelle minuscule s'allumer dans ce qui était devenu une nuit continue. « Tu crois qu'on pourrait y accéder ? Dans n'importe quelle structure sérieuse, les images sont conservées un certain temps, 30 jours, parfois plus. La question c'est, qui a les codes, où sont stockées les vidéos, et jusqu'où Todd est prêt à aller pour les faire disparaître. » Il posa sa tasse avec douceur, mais le petit choc contre la table résonna comme une décision. « On va s'informer, discrètement. » Le lendemain, juste avant le cours du soir, Ben rejoignit Abigail dans le couloir latéral du dojo. L'odeur de désinfectant était plus forte ici, mélange de citron artificiel et de plastique chaud. On entendait les rythmes cadencés des coups de pied dans la salle voisine. « Tu peux venir à la pause, murmura-t-il. J'ai quelque chose à te montrer. » Elle le suivit à distance, profitant du fait que Carole n'était plus là pour la gronder de traîner dans les couloirs. Quand le cours s'arrêta pour une pause, qu'on entendit le brouhaha des élèves sortir boire, Ben fit signe à Abigail de se glisser derrière lui vers une petite porte à moitié dissimulée près du bureau. « C'est là que Todd va toujours pour regarder les vidéos quand il y a un problème, » expliqua-t-il à voix basse. « Il dit que c'est pour vérifier la sécurité, mais je l'ai déjà vu effacer des trucs. » « Effacer quoi ? » Une fois, un père s'est énervé contre son fils sur le tatami. Todd a hurlé sur le gamin, pas sur le père. Puis il est venu ici à vérifier la vidéo, et je l'ai vu cliquer sur supprimer. Comme ça, il n'y avait plus de preuves que le père avait dépassé les bornes. Abigail sentit ses doigts picoter. La poignée de la petite porte était froide au toucher, légèrement poisseuse, comme si trop de mains y étaient passées. « Tu connais le code ?» demanda-t-elle. « Non, il ferme toujours derrière lui, mais je sais qu'il y a un ordinateur relié aux caméras et un boîtier de stockage. Si on arrivait à voir le menu, on saurait si la vidéo du soir où il balaya l'air de la main, incapable de finir sa phrase. Si elle est encore là. » Abigail regarda autour d'elle.
Le couloir était désert, mais le bruit des élèves n'était pas loin. Elle avait passé des heures à nettoyer ici avec sa mère. Elle connaissait ces lieux comme ses poches. Le verrou est vieux, constata-t-elle en caressant la serrure. Et la porte frotte un peu en bas. Quand on la ferme, elle se claque mal. Si on glisse quelque chose dans l'embrasure, elle sortit une vieille carte de fidélité de son sac, une de celles que Carole gardait pour les supermarchés à moitié démagnétisée. « Tu as déjà fait ça ?» demanda Ben surpris. « J'ai passé 3 ans à l'attendre pendant qu'elle nettoyait. Tu apprends vite quand tu t'ennuies. » Elle glissa la carte dans l'interstice, sentit le cliquetis du peigne qui hésite, puis céda. La porte s'entr'ouvrit d'1 centimètre, laissant filtrer une odeur de poussière chaude et d'électronique. Avant qu'ils ne puissent pousser davantage, une voix claqua derrière eux. « Qu'est-ce que vous faites là, Todd ?» Il se tenait au bout du couloir, kimono ouvert sur un t-shirt noir, une serviette autour du cou. De la sueur perlait encore à la racine de ses cheveux. Son regard allait de la porte entr'ouverte à la carte dans la main d'Abigail, puis à la culpabilité mal cachée sur le visage de Ben. Le couloir sembla soudain plus étroit, l'air plus lourd. « Rien s'en sait, répondit Ben trop vite. On cherchait les serviettes propres. » Todd s'approcha lentement, ses pas nus silencieux sur le lino. Il posa la main sur la porte, la referma d'une pression ferme, le loquet claquant nettement. « Les serviettes propres sont dans la buanderie. Et toi, Abigail, tu n'es pas censée être ici pendant les cours, on en a déjà parlé. » Sa voix n'était pas forte, mais chaque mot sonnait comme un avertissement. Il se pencha légèrement vers elle, sourire en place mais les yeux étroits. « Tu t'intéresses beaucoup aux coulisses ces derniers temps. » Abigail sentit la tentation brûlante de répondre, de lui dire qu'elle savait très bien ce qu'il cachait derrière cette porte, mais le regard de Ben, suppliant, la retint. « Je vais repartir, » dit-elle simplement. Todd la laissa passer, mais son épaule effleura la sienne. Un contact bref, volontaire, qui voulait dire « Je t'ai vu, et je n'oublie pas ». Ce soir-là, la maison sentait la soupe réchauffée. Carole avait laissé le pot sur le feu trop longtemps, et une odeur légèrement brûlée flottait, mêlée à celle du pain grillé. Le frigo faisait son bruit régulier, un ronronnement qui aurait pu être apaisant dans une autre vie. Sur la table, 3 assiettes, mais une seule vraiment entamée, celle d'Abigail. Carole était assise, les épaules affaissées, une cuillère dans la main qui tournait machinalement dans le bol, sans jamais monter à la bouche. « Il m'a ignoré tout le long, » dit-elle soudain. « Ce matin, je suis passée devant le dojo pour laisser les clés. Il discutait avec un type d'une autre salle. Dès qu'il m'a vu, il a tourné le dos comme si j'étais rien. » Abigail sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, un étau invisible. « Tu vaux mieux que lui, » répondit-elle. « 1000 fois mieux. » Carole eut un petit rire sans joie. « Tu dis ça parce que tu es ma fille. » Mais honnêtement, à quoi je sers? Là, j'ai même pas été capable de garder ce boulot. C'est toi qui m'as défendu, 13 ans, et c'est toi qui te mets en travers pour protéger ta mère. Elle releva la tête. Ses yeux étaient brillants mais pas encore noyés. Il y avait dans son regard une honte épaisse. « J'ai honte, Abby. Honte que tu aies dû frapper pour moi, ça aurait dû être l'inverse. C'est moi qui aurais dû te protéger. » La vapeur de la soupe monta jusqu'au visage d'Abigail, lui chauffant les joues. Elle aurait voulu prendre sa mère par les épaules, la secouer, lui dire que tout ça n'était pas de sa faute, que la faute appartenait à un homme qui écrasait les autres dès qu'ils étaient au sol. Mais aucun mot ne semblait assez grand. Elle posa sa main sur celle de Carole. Sa peau était froide, malgré la chaleur de la cuisine. « Tu m'as élevée, tu m'as nourrie, tu as tout fait pour qu'on ait un toit, » dit-elle doucement. « Tu te rends compte de ce que ça vaut ?» Carole ferma les yeux, une larme glissant enfin sur sa joue. « Je me sens vide, » avoua-t-elle, vraiment sans valeur. Ce mot resta suspendu dans l'air comme une sentence. Plus tard dans la soirée, après avoir aidé à ranger la vaisselle, Abigail enfila son vieux blouson et sortit sans faire trop de bruit. L'air nocturne était froid, piquant. Les lampadaires projetaient des halos jaunes sur le trottoir humide, les flaques renvoyant un reflet tremblé de la ville. Elle marcha sans trop réfléchir, ses baskets frappant le bitume dans un rythme qui lui donnait l'illusion de garder le contrôle. Ses poings étaient serrés dans ses poches, au point d'enfoncer ses ongles dans sa paume. Sans s'en rendre compte, elle se retrouva devant le dojo, fermée, plongée dans la semi-obscurité. Mais elle savait que Todd n'était jamais bien loin. Souvent, il restait tard dans son bureau, à régler des papiers, à planifier des événements, à surveiller tout. Elle se posta dans l'ombre d'un arbre, face à la petite porte arrière par laquelle il sortait parfois pour aller fumer en cachette. L'odeur vague de cigarettes froides flottait encore dans le coin.
S'il sort, je peux le surprendre, pensa TL. Un vrai coup cette fois. Quelque chose qu'il ne pourra pas cacher derrière un sourire. Son imagination lui montra son poing heurtant une mâchoire, ou une projection qui le plaquerait au sol sans possibilité de se relever dignement. Un soupir de satisfaction monta en elle rien qu'à l'idée. Une main se posa doucement sur son épaule. Son réflexe fut immédiat, elle pivota, se dégagea d'un pas, prête à se mettre en garde. Mais la silhouette qui se dessina dans la lumière blafarde du lampadaire la fit s'arrêter net. Michael, il portait sa vieille parka kaki, le col relevé, son souffle formait un léger nuage dans l'air froid. « Tu crois que je ne vois pas quand tu disparais comme ça ?» demanda Théil sans colère. Elle regarda à nouveau la porte du dojo. « S'il sort » Joël ne finit pas sa phrase. Michael suivit son regard, puis se tourna vers elle. « Tu attends quoi exactement qu'il sorte, qu'il soit juste un homme dans la rue, pas un sensei, pas un patron, juste Todd ?» Elle inspira profondément, l'air nocturne lui piquant les narines. « J'ai envie de lui faire mal, Papy, pas pour me défendre, juste pour qu'il sache ce que ça fait. » Les mots la surprirent elle-même par leur honnêteté. Michael resta silencieuse un moment. On entendait au loin un bus freiner, un chien aboyer, une sirène étouffée. « Tu sais, dit-il enfin, j'ai déjà attendu quelqu'un comme ça moi aussi. » Elle releva la tête. C'était tout, il regarda le trottoir, comme si un autre sol se superposait sur celui-ci, quelque part dans un pays lointain. Très loin d'ici, on venait de finir une mission. L'un de mes hommes avait été blessé parce que quelqu'un, plus haut placé, avait pris une décision stupide pour sauver sa réputation. Il a couvert ses traces. On savait que si on parlait, c'était nous qui tomberions. Il serra les mains dans ses poches. J'ai attendu cet homme devant sa voiture, comme tu fais là. Avec 1000 façons de lui faire mal qui me passaient par la tête, j'avais toutes les compétences pour ça. Un courant d'air frais souleva une feuille morte qui rasa le trottoir en bruissement sec. « Et tu as fait quoi ?» demanda Abigail. « Rien, je suis rentrée. » Il eut un petit sourire amé. Un de mes camarades, lui, n'a pas résisté, il l'a menacé physiquement. Résultat, la hiérarchie l'a renvoyé, l'autre a continué sa carrière. Et tout ce qu'on avait comme argument est mort avec cette impulsivité. Il se tourna vers elle, le visage creusé par les années, mais les yeux étonnamment clairs. « Tu veux devenir quoi, Abby ?» Une version de lui en plus jeune, avec peut-être un peu plus de style. « Ou tu veux être celle qui l'oblige à regarder la vérité en face, sans lui donner l'excuse du « elle m'a frappé ?» Les mots frappèrent plus fort que n'importe quel coup. Elle repensa à la vidéo tronquée qui tournait au collège, à la version que Todd racontait partout, à sa mère qui pleurait, persuadée d'être sans valeur, à Oak Ridge qui menaçait leur toit sur un simple rapport. Si elle l'agressait là, dans la rue, il gagnerait, il tiendrait la preuve ultime qu'elle était ce qu'il disait d'elle. La colère qui brûlait dans son ventre ne disparut pas, mais elle changea de forme. De flamme désordonnée, elle se fit braise concentrée. « Alors on fait quoi ?» demanda TL, la voix plus calme. « On se laisse broyer ?» « Non, répondit Michael. « On le prend à son propre jeu. Tu as déjà frappé une fois, tu n'as pas besoin d'une deuxième. Maintenant on va utiliser ta tête, on va l'exposer, sans lui offrir un seul prétexte de plus. » Elle inspira profondément, l'air froid entra dans ses poumons plus clairs. « D'accord, dit elle, je veux qu'il tombe, mais pas parce que je lui ai cassé quelque chose, parce qu'il ne pourra plus se cacher. » Et à ce stade, si vous étiez à sa place, vous feriez quoi? Vous attendriez dans l'ombre pour lui rendre coup pour coup, ou vous chercheriez un autre moyen de le faire payer? Gardez votre réponse en tête, parce que ce qu'elle décide maintenant va changer toute la suite. Le lendemain, la petite table de la cuisine se transforma en quartier général improvisé. Une feuille blanche au centre, un stylo entre les doigts d'Abigail, Michael à sa droite, Ben à sa gauche. Carole, encore méfiante, restait en retrait assise près de l'évier, un torchon dans les mains. « On fait une liste, dit Michael. Chaque fois où Todd a abusé de son pouvoir, pas seulement avec vous, tout ce que vous avez vu, entendu. » Abigail nota en haut de la page ce qu'il a fait. La fois où il a crié sur ce petit qui avait peur de tomber, lança TL. Il l'a humilié devant tout le monde en disant que s'il voulait pleurer, il n'avait qu'à retourner au baby-foot. Note, dit Michael. Date approximative, témoin possible. Ben hésita puis se lança. Il y a aussi les bourses, dit-il. Au début, il y avait un programme pour les enfants qui ne pouvaient pas payer tous les cours. Une partie était censée être couverte par des subventions de la ville. Abigail écrivit bourse sur le papier. Et j'ai vu des contrats une fois. Il a réajusté des montants. Moins d'argent pour les bourses, plus pour ses séminaires privés.
Il disait que personne ne vérifie vraiment. Il jouait avec le bord de sa manche, mal à l'aise. « Pourquoi tu n'en as jamais parlé » demanda Abigail. Il haussa les épaules honteux. « Parce qu'il m'a pris comme assistant qu'il m'a fait croire que j'étais spécial, et que je ne voulais pas perdre ça, je ne suis pas fier de moi. » Michael hocha la tête sans jugement. « Tu parles maintenant, c'est ce qui compte. » Ils listèrent les parents que Carole se souvenait avoir vus sortir en colère du bureau, les élèves qui avaient arrêté les cours du jour au lendemain, les remarques méprisantes sur ceux qui ne pouvaient pas payer les stages. « On va leur parler » demanda Abigail. « Pas encore » répondit Michael. « D'abord, on rassemble ce qu'on peut sans se mettre en danger. » Des messages, des mails, des souvenirs précis. Si on peut enregistrer des témoignages, ce sera encore mieux. Ben sortit son téléphone. « Je peux aussi écrire à certains anciens du dojo, proposa-t-il, ceux qui sont partis sans explication. Ils m'écoutent plus que vous. » Pendant quelques jours, ils travaillèrent ainsi entre deux cours, entre deux vaisselles. Les réponses mettaient du temps à venir, mais elles venaient. Un ancien élève raconta par message vocal que Todd l'avait traité de poids mort après une blessure, l'avait forcé à reprendre trop tôt, puis l'avait ignoré quand il avait dû arrêter définitivement. Une mère répondit par mail qu'elle avait arrêté d'amener sa fille parce qu'elle ne supportait plus de se faire reprendre devant tout le monde dès qu'elle posait une question sur la sécurité. Petit à petit, un portrait se dessinait, celui d'un homme qui se cachait derrière les mots discipline et respect pour écraser tout ce qui menaçait son autorité. Puis un soir, tout sembla soudain se retourner contre eux. Abigail était dans sa chambre quand une notification vibra sur son téléphone. Un message d'une camarade, « T'as vu ce qui tourne sur le groupe du quartier ?» Elle ouvrit. Un lien vers un groupe communautaire, une vidéo. Elle reconnut immédiatement le tatami, la lumière blanche, la scène. Mais cette fois, l'image était plus nette. La caméra était légèrement en hauteur, l'angle large. Ça venait du système du dojo. On y voyait Todd debout calme face à Abigail. On ne voyait ni le seau, ni les plaisanteries sur les mains de Carole, ni le plastron lancé comme un os. Juste un homme en kimono, un sourire poli, une adolescente qui s'avance, puis le coup, le corps de Todd qui se plie, la chute, la vidéo coupait là. En dessous, les commentaires se succédaient. Incroyable cette gamine, on laisse vraiment ça se passer dans un dojo, la mère bosse chez lui et elle laisse sa fille l'attaquer, si c'est ça leur éducation, pas étonnant qu'ils s'en débarrassent. Pas une mention du nom de Todd dans le texte accompagnant la vidéo, juste, incident troublant dans un dojo local. Réflexion sur la violence chez les jeunes, mais tout le monde savait qui gérait ce dojo, et qui avait accès aux caméras. Abigail sentit sa peau picoter, comme si chaque mot tombait directement sur elle. À cause de cette vidéo, l'offre d'emploi qui semblait se profiler pour Carole dans une autre salle de sport vola en éclats dès le lendemain. « On a vu des choses circuler » expliqua la gérante d'une voix gênée au téléphone. « Avec votre fille, vous comprenez, on ne peut pas se permettre un mauvais buzz. » Au collège, la principale la convoqua dans son bureau, une pièce qui sentait le vieux papier et le parfum discret, aux murs tapissés de classeurs. Par la fenêtre, on voyait la cour, étrangement silencieuse vue d'en haut. « Abigail, » dit la principale en joignant les mains sur le bureau, « nous avons reçu des appels de parents qui s'inquiètent. Il circule une vidéo, je sais, » coupa Abigail fatiguée. « On te voit porter un coup à un adulte. Je comprends que les vidéos puissent être trompeuses, mais nous devons veiller au climat de l'établissement. Certains élèves disent qu'ils ne se sentent pas en sécurité avec toi. » Ces mots la frappèrent plus fort que n'importe quelle prise. « Je n'ai jamais touché personne ici, » répondit-elle, la voix basse. « Je ne dis pas le contraire, mais tu dois comprendre la perception. Nous allons mettre en place une surveillance accrue. » Si le moindre incident survient, le reste se perdit dans un bourdonnement. Encore une fois, on lui parlait de perception, de réputation, pas de vérité. Au même moment, dans son bureau au dojo, Todd tenait son téléphone contre l'oreille, regardant par la fenêtre les gens passer dans la rue. « Oui, je vous rappelle à propos de la famille Peterson » disait-il à Oakridge d'un ton affable. « J'ai malheureusement dû partager la vidéo d'un incident avec certains collègues pour discuter de la gestion des risques. Elle a beaucoup circulé. Je crains que ça ne devienne un problème d'image pour le quartier. » Il n'accusait jamais directement. Il se contentait de s'inquiéter, de poser des questions, de prévenir. Quelques jours plus tard, Ben pensa avoir enfin trouvé un angle d'attaque. « J'ai parlé avec l'ancien assistant administratif » annonça-t-il à Abigail et Michael.
Ils étaient réunis dans le salon, les rideaux tirés, la lumière de la lampe de chevet donnant une teinte chaude à la pièce. Il m'a dit qu'il reste parfois des sauvegardes sur un vieux serveur que Todd n'utilise presque plus. Dans le placard du fond, derrière le bureau, Abigail sentit une flamme d'espoir se rallumer. Tu peux y accéder, peut-être. Il y a un mot de passe, mais l'ancien assistant m'a donné une idée de ce que Todd utilise souvent, des noms de compétition, des dates. Je peux essayer de deviner. Le lendemain, entre deux cours, Ben se faufila dans le bureau avec le prétexte de ranger du matériel. L'odeur de poussière et de plastique chaud emplit ses narines alors qu'il ouvrait le placard. Le vieux serveur, un boîtier gris couvert d'une fine pellicule de poussière, clignotait encore faiblement. Il le brancha à l'ordinateur, tapota sur le clavier. L'écran afficha un menu spartiate, des dossiers étiquetés par date. Son cœur battait vite, mais ses doigts restaient précis. Il essaya un premier mot de passe, échec, un deuxième, un troisième, au quatrième essai, l'écran s'ouvrit, dossier, année, mois, jour, il descendit jusqu'à la date de l'incident, son index tremblait légèrement sur la molette, le dossier existait, mais quand il cliqua dessus, un message apparut, aucun fichier. Il remonta d'un niveau et remarqua une mention en bas de l'écran, nettoyage automatique effectué, date le lendemain de l'incident, heure tard dans la nuit. Il prit une photo de l'écran avec son téléphone, le flash éclairant brièvement le boîtier gris. Plus tard, dans le salon d'Abigail, il leur montra l'image. Il a tout effacé, dit-il, quelques heures après. Abigail sentit un froid lourd se déposer au creux de son ventre. Donc il n'y a plus de vidéo brute, pas sur le système officiel, répondit Ben. On a juste sa version tronquée qui tourne partout. Le coup fut rude. Ils avaient approché la preuve du bout des doigts, pour la voir disparaître sous un simple nettoyage. Comme si le destin voulait confirmer leur déroute, une enveloppe blanche les attendait dans la boîte aux lettres le lendemain soir, l'encre noire d'Oak Ridge ressortant nettement sur le papier. La lettre sentait cette odeur un peu sèche propre au courrier administratif. Carole la ouvrit avec précaution, comme si le simple fait de déchirer le papier pouvait empirer les choses. Les mots dansaient un peu devant ses yeux fatigués, mais le sens était limpide. Réexamen du dossier, rappel des clauses du bail, mention particulière d'un incident signalé dans un établissement partenaire pouvant constituer un risque pour la tranquillité des lieux. Possibilité de non-renouvellement si d'autres éléments venaient alourdir le dossier. 6 semaines, ça devenait réel. Ce soir-là, la pluie tambourinait contre la vitre du salon. De petites gouttes éclataient en étoiles translucides sur le verre, déformant les lumières de la rue entraînées flots. Abigail était allongée sur son lit pliant, la lueur bleutée de son téléphone éclairant son visage. L'écran affichait le mail d'un parent qui, quelques jours plus tôt, semblait prêt à témoigner contre Todd, mais qui venait d'écrire « Finalement, je préfère ne pas m'en mêler. Je ne veux pas de problème. » Le vide dans son ventre s'élargissait vorace. Elle repensa au départ de son père, à ce jour où elle l'avait vu refermer la porte de l'appartement de son grand-père, une valise à la main, sans même se retourner. Le sentiment d'être de trop, de ne pas peser dans la décision. Elle avait cru qu'en apprenant à frapper, à se défendre, elle ne ressentirait plus jamais ça. Et pourtant là, allongée dans cette pièce où la peinture s'écaillait au plafond, elle se sentait aussi impuissante que la petite fille de 4 ans qui n'avait rien pu faire pour le retenir. Dans le salon, elle entendait la voix basse de Carole qui parlait avec Michael. « Peut-être qu'on devrait partir, disait-elle, trouver une autre ville, un autre boulot, recommencer. Avec quel argent ?» répondait Michael, sans dureté, juste avec la lucidité brute qui le caractérisait. « Et tu vas arracher Abby à son collège, à tout ce qu'elle connaît, à cause d'un homme qui refuse d'admettre qu'il a eu tort. Je ne veux pas qu'elle finisse à la rue, sanglota Carole. Je ne veux plus la voir se battre pour moi comme ça. » La pluie redoubla, les gouttes frappant la vitre d'un rythme presque hypnotique. Abigail serra le téléphone contre sa poitrine. Elle était au bord, là à un pas de laisser les larmes couler. Tout ce qu'ils avaient tenté semblait se retourner contre eux. Les vidéos, les témoignages, même la vérité brute du coup porté pour protéger, tout était tordu pour leur nuire. Son écran s'éteignit. La pièce replongea dans la semi-obscurité, seulement éclairée par le halo jaune qui filtrait sous la porte. Elle inspira une fois, 2 fois, dans un effort presque douloureux. L'air lui semblait dense, lourd, comme si la pièce se rétrécissait autour d'elle. Puis le téléphone vibra dans sa main. Elle sursauta légèrement. Le dos de l'appareil lui chauffa la paume. Elle ralluma l'écran. Numéro inconnu,
Elle déverrouilla, un seul message, 3 mots, j'ai une preuve. Son cœur accéléra, mais pas de la même façon que lorsqu'elle avait envisagé d'attendre Todd dans l'ombre. Ce n'était pas la rage brute, c'était autre chose, une poussée d'adrénaline teintée d'espoir. Elle relut le message comme pour être sûre de ne pas avoir rêvé, j'ai une preuve. Les initiales, au-dessus du texte, n'étaient pas familières au premier regard. Ce n'était pas le numéro habituel de Ben. Il avait dû emprunter un autre téléphone, ou faire en sorte qu'on ne relie pas ce message à lui si Todd fouillait. Abigail se redressa sur son lit, les ressorts grinçant sous le mouvement brusque. La pluie continuait de frapper la fenêtre, mais dans sa tête, un silence presque solennel venait de se faire. Si vous avez suivi Abigail jusqu'ici, vous savez à quel point chaque petit espoir lui a été arraché jusqu'à maintenant. Alors imaginez ce que représentent ces 3 mots pour elle. Restez avec moi, parce que ce que cache cette preuve va renverser tout ce que Todd croyait contrôler. Elle posa les pieds au sol, déjà prête à répondre, alors que les 3 mots flottaient encore sur l'écran comme une promesse de riposte qu'aucune porte verrouillée ne pourrait cette fois effacer. Abigail avait encore le téléphone serré entre ses doigts quand la réponse arriva. « C'est quoi ta preuve ?» envoya T.L., les pouces un peu maladroits. Quelques secondes plus tard, 3 petits points s'affichèrent, puis un message « Regarde par la fenêtre ». Elle se leva d'un bond, repoussa le drap qui lui collait aux jambes et souleva le rideau. Dans la lumière jaune du réverbère, en bas, une silhouette leva la main. Ben, capuche sur la tête, sac en bandoulière, son visage éclairé par le halo bleuté de son propre téléphone. « Descends » murmura Abigail pour elle-même avant de filer dans le couloir. Le parquet grinça sous ses pas nus. La porte d'entrée laissa entrer un filet d'air froid qui sentait la pluie et le bitume mouillé. Ben l'attendait déjà dans le hall, ses baskets laissant de petites traces humides sur le carrelage. « Tu n'aurais pas dû venir ici, si Todd te commença T.L. Justement parce qu'il me surveille, je suis venu avec le téléphone de ma mère, coupa Ben en levant l'appareil. Il ne pourra pas faire le lien tout de suite, regarde. Ils se tassèrent contre le mur, près des boîtes aux lettres qui sentaient un peu le papier et la poussière. L'écran se remplit d'une image qu'Abigail connaissait par cœur et qu'elle n'avait pourtant jamais vue sous cet angle. Le dojo, mais pas vu d'en haut comme les caméras, ni coupé comme la vidéo qui circulait. Cette fois, c'était filmé depuis le banc des parents légèrement de biais. On entendait les pieds nus sur le tatami, le froissement des kimonos, le léger grincement d'un vieux ventilateur au plafond. Et surtout, on entendait sa voix. « Ta mère ne comprend rien au combat, Abigail. Regarde ses mains, on dirait qu'elles ne savent tenir qu'une serpillière. » La phrase résonna dans le rôle comme si Todd était là, sa voix amplifiée par le haut-parleur du téléphone. On voyait Carole, le seau bleu, la serpillière dégoulinante. On voyait le plastron voler jusqu'à elle. On entendait les rires gênés. On voyait Abigail poser son balai, monter sur le tatami. Ses épaules légèrement tressaillir, puis se stabiliser. On voyait Todd s'avancer, sourire en coin. On l'entendait murmurer assez fort pour les premiers rangs. « Tu feras moins la maligne après ça. » On voyait ensuite exactement ce que les autres vidéos montraient, mais cette fois, tout ce qui venait avant y était aussi. Humiliation, provocation, position dominante évidente, le coup parti. Todd tomba, silence, puis son rire forcé, sa tentative de minimiser, Ben mit en pause. L'image se figea sur le visage de Todd encore penché, la bouche tordue en un sourire douloureux. « Je filmais juste l'entraînement au début » expliqua Ben, pour revoir mes gestes après. Je n'avais pas pensé qu'il se passa une main sur la nuque. Après, j'ai eu peur de dire que j'avais cette vidéo. Je me suis dit que si Todd apprenait que je l'avais, il me détruirait. Mais là, il releva les yeux vers elle. Là, si je ne la montre pas, je vaux pas mieux que lui. Le rôle sentait le renfermer et la pluie ramener sur les manteaux. Abigail serrait le téléphone si fort qu'elle avait l'impression d'en sentir chaque arête dans sa paume. « C'est toute la scène » demanda T.L. Du moment où il ouvre la bouche jusqu'à ce qu'il se relève, j'ai tout. Elle inspira profondément. Pour la première fois depuis des jours, elle sentait quelque chose se décaler en elle, comme si le sol, au lieu de se dérober, se raffermissait un peu. « Viens, dit-elle. On va la montrer à ma mère et à mon grand-père. » La cuisine était encore tiède de la vapeur du dîner. L'odeur de soupe et d'oignons flottait dans l'air, mêlée à celle un peu âcre du produit vaisselle. Carole essuyait une assiette, les gestes lents, tandis que Michael regardait par la fenêtre où la pluie avait cessé, laissant des gouttes s'accrocher au verre comme de petites perles. « On a quelque chose à vous montrer » lança Abigail en entrant avec Ben. Carole se retourna, le torchon entre les mains.
C'est tard, Abby, c'est important, coupa doucement Michael en voyant le visage de Ben. Sids-toi, Carole. Ils se regroupèrent autour de la petite table. Ben posa le téléphone au milieu, l'écran tourné vers eux. La lumière bleue dessinait des reflets étranges sur les verres encore humides dans l'égouttoir. Il relança la vidéo. La cuisine se remplit de l'écho du dojo. Les mots de Todd, lâchés avec cette joie mauvaise, semblaient encore plus cruels dans ce petit espace où Carole n'avait jamais été jugée que par les factures. Carole porta une main à sa bouche quand elle se vit, serpillière en main, figée comme un animal pris dans les phares d'une voiture. Elle n'avait jamais eu accès à cette vue d'ensemble. Elle avait été dedans, au centre du feu. Là, elle se voyait de l'extérieur, minuscule, fatiguée, ridiculisée. Quand Todd lança le plastron, elle eut un sursaut, comme si elle recevait à nouveau le choc. Abigail sentit la table vibrer légèrement sous leurs coudes au moment du coup. Même sachant ce qui allait se passer, elle eut une bouffée de chaleur au visage en revoyant son propre mouvement. La précision clinique, la chute, puis la tentative de Todd de transformer le tout en blague. Quand la vidéo s'arrêta, il n'y eut plus que le bourdonnement du frigo et le tic-tac du réveil dans le couloir. Personne ne parla pendant quelques secondes. Le silence pesait, épais. Carole rompit le premier. Je n'avais pas réalisé, sa voix se brisa. Elle prit une inspiration rock. Je savais que c'était humiliant, mais de l'extérieur c'est pire. Elle regarda Abigail puis Ben, et tout le monde a vu, se demanda-t-elle à ce dernier. Non, répondit-il, juste moi, je n'ai montré ça à personne. Ce qui tourne sur Internet vient des caméras, pas de moi. Todd a coupé tout ce qui l'arrangeait, mais ça c'est brut. Michael se pencha, rejoint à nouveau le début, puis un passage au milieu, puis la fin. Son regard était devenu celui qu'Abigail avait déjà vu quand il analysait un plan de mission. Attentif, précis. On entend clairement ses insultes, dit-il. On voit nettement qu'il continue de te provoquer alors que tu essaies de reculer, Carole. Et on voit que tu n'interviens qu'au moment où il se jette sur ta fille. Il releva la tête. C'est de l'or. Carole fronça les sourcils. De l'or, juridiquement on verra, mais moralement pour l'opinion des parents de Maître Sato, des gens du quartier, c'est la différence entre une gamine violente et une gamine qui a stoppé une agression. Ben hésita un instant. Ce n'est pas tout, ajouta-t-il, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Abigail le regarda surprise, son visage rougissait un peu, comme s'il n'aimait pas ce qu'il allait révéler. Ma mère, vous l'avez peut-être déjà vue au dojo, quelquefois, c'est Madame Tran. Abigail hocha la tête. Une femme au carré noir, toujours bien habillée, qui venait chercher Ben en voiture quand il restait tard. Elle siège au comité municipal des sports de jeunesse, continua-t-il. Toutes les subventions qui passent par la ville pour les structures comme le dojo, ça passe par eux. Michael plissa les yeux. Elle a déjà entendu parler de Todd, Ben hocha la tête. Oui. Elle m'a jamais dit les détails, mais je l'ai entendu parler de plaintes sans preuve, de maîtres qui confondent autorité et abus. Elle ne me disait pas que c'était lui pour pas que je me sente coincée entre eux. Mais là, avec cette vidéo, il inspira profondément. Je lui ai tout raconté ce soir, que j'avais cette preuve. Que Todd manipule les bourses, qu'il a fait virer Carole, qu'il appelle Oak Ridge. Elle a dit qu'elle devait voir ça en personne. Le silence retomba un instant. Elle veut venir ici, demanda Carole, soudain inquiète. Je ne veux pas que ton avenir soit gâché à cause de nous, Ben. Mon avenir, il est déjà en train de se gâcher si je ferme les yeux, répondit-il avec une détermination nouvelle. Je n'ai pas envie d'être le meilleur élève d'un type qui écrase les autres. Michael se redressa. Très bien, on a une preuve, un lien avec la ville, et un maître de dojo qui n'a pas encore vu la version complète. La question maintenant, c'est comment on s'en sert. Ce fut finalement un problème purement technique qui les occupa les jours suivants. Assis autour de la table, avec un vieux ordinateur portable de Michael posé au milieu, ils regardèrent encore et encore la vidéo de Ben. À force, Abigail connaissait chaque respiration, chaque froissement de kimono, chaque changement d'expression sur le visage de Todd. C'est un peu tremblant, constata Carole. On voit bien ce qui se passe, mais si quelqu'un veut faire semblant de douter, il dira que c'est amateur. Par moments, le son saturait, surtout quand les élèves criaient en arrière-plan ou quand Todd élevait la voix. Le micro du téléphone, débordé, crachotait légèrement. On ne peut pas la monter pour la rendre plus cinéma, prévint Michael. Il ne faut surtout pas qu'on nous accuse d'avoir manipulé quoi que ce soit, pas de coupe qui change le sens, juste des extraits clairs. Il cliqua, recula, avança image par image.
Là, on voit bien Todd se tourner vers les parents, se servir de Carol comme exemple de ce qui arrive quand on ne comprend pas la discipline. On va isoler ce passage, sans enlever ce qui suit. Et ils travaillèrent patiemment, non pas pour truquer mais pour mettre en valeur. Chaque fois qu'ils coupaient, c'était uniquement le flot d'attentes inutiles entre deux moments clés, les insultes, le plastron lancé, la proposition forcée, le refus de Carol, la décision d'Abigail de monter, le moment où Todd se jette sur elle, le coup, le silence. À la fin, ils avaient un fichier toujours brut, mais plus facile à suivre pour un œil extérieur. On entendait la moquerie, on voyait la provocation, on voyait la défense. On envoie ça qui en premier, demanda Abigail. À Maître Sato, répondit Michael sans hésiter. S'il l'ignore, on aura au moins montré qu'on lui a donné sa chance. Ensuite, aux parents les plus réceptifs. Et en parallèle, ta mère à toi, Ben, l'amènera devant le comité. Ben hocha la tête. Elle m'a parlé de la remise des ceintures samedi, ajouta Théil. Todd en a fait tout un événement. Il veut des photos, peut-être même un petit article dans le journal local. Si on doit frapper, c'est là. Abigail eut un léger sourire à la formulation. Frapper sans frapper, corrigea Théil. Exactement, dit Michael. Les jours jusqu'au samedi passèrent avec une étrange lenteur. Les matinées avaient le goût habituel de céréales un peu ramollies et de café tiède. Les après-midi étaient rythmés par les sonneries du collège, les regards encore méfiants de certains camarades, les messages de quelques parents qui commençaient à poser des questions plus prudentes à Ben. Un soir, Michael reçut un mail bref mais clair de Maître Sato après avoir envoyé la vidéo. « Merci pour ces éléments. Je prends cela très au sérieux. Ne faites rien de votre côté pour l'instant. Nous parlerons samedi. » Le samedi arriva avec un ciel d'un bleu pâle, presque lavé. Le vent apportait jusqu'au trottoir devant le dojo une odeur de frites en provenance du snack de la rue d'à côté, mélangée à celle, plus familière, du désinfectant qui s'échappait quand la porte s'ouvrait. L'intérieur du dojo avait été décoré pour l'occasion. Des banderoles rouges et blanches pendaient au-dessus du tatami. Une table couverte d'une nappe impeccable supportait une rangée de trophées argentés qui tintaient légèrement quand quelqu'un passait trop près. Le bruit des enfants qui couraient, riaient, s'essayaient à des coups de pied en l'air remplissait l'espace. Abigail, en jeans et t-shirt, sentait le sol vibrer légèrement sous la course des plus petits. L'odeur de tatami chaud, de sueur récente et de lessive forte lui monta au nez dès qu'elle posa le pied à l'intérieur. Son estomac fit un petit saut. Ce lieu était à la fois terrain d'humiliation et de future revanche. Carol hésitait encore à franchir la porte. Elle tenait son sac contre elle comme un gilet de sauvetage. Ses doigts avaient recommencé à jouer avec la fermeture éclair. « Tu n'es pas obligé de rester longtemps, » murmura Michael à son oreille. « Mais c'est toi qui l'as humilié. C'est toi qui dois être là quand la vérité sortira. » Elle hocha la tête, inspira profondément, l'air saturé d'odeurs de plastique et de déodorant lui piquant un peu les narines. Ben se trouvait déjà près de la table des trophées, un câble à la main. À ses côtés, une femme en blasé bleu marine, chaussures plates noires, discutait avec Maître Sato. Ses cheveux noirs coupés au carré brillaient sous les néons. Madame Tran. On installait un projecteur face à un mur blanc que Todd utilisait d'habitude pour montrer des vidéos de compétition. À côté, un petit haut-parleur clignotait d'une lumière verte. Abigail sentit une pointe d'anxiété, mais aussi une excitation sourde. Tout ce qui les avait détruits ces dernières semaines pouvait, en quelques minutes, se retourner. Et d'ailleurs, si vous êtes encore là avec eux à ce moment précis, que vous sentez la tension monter comme si vous y étiez, dites-vous une chose, si vous n'êtes pas encore abonné à ce genre d'histoire, c'est le moment d'y penser, parce que ce qui va se jouer maintenant dans ce dojo, vous ne voudriez pas en manquer une seconde. Todd fit finalement son entrée, kimono parfaitement repassé, ceinture noire comme tracée à l'encre. Son genou enfermé dans sa bande de compression ne se voyait pas sous le tissu, mais chaque pas trahissait une légère raideur. Il salua les parents d'un sourire maîtrisé, serra quelques mains, tapota l'épaule de certains enfants. Il prit place sur le tatami face au public et claqua dans ses mains. Le bruit résonna contre les murs blancs. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus si nombreux pour célébrer le travail de vos enfants », lança-t-il d'une voix chaleureuse. « Aujourd'hui, nous parlons de respect, de discipline, de maîtrise de soi. » Ironie brutale, songea Abigail. Chaque mot sonnait comme l'opposé de ce qu'il avait fait. Il continua son discours, parlant de famille du dojo, de valeurs communes, de sécurité de tous.
Les parents acquiesçaient, certains filmaient avec leur téléphone, leurs écrans renvoyant une lumière froide sur leur visage. Maître Sato, assis sur une chaise le long du mur, écoutait sans un mot. Son visage restait fermé, impassible, les mains jointes sur ses genoux. Quand Todd eut fini, des applaudissements polis éclatèrent. Il allait annoncer le début de la remise des ceintures quand Sato leva simplement la main. Le silence revint. « Avant de commencer, dit-il en se levant, il y a une chose importante que je dois régler en tant que fondateur de ce dojo. » Sa voix n'était pas forte, mais on aurait dit que les murs s'étaient penchés pour l'entendre. Ces dernières semaines, j'ai reçu des informations contradictoires à propos d'un incident ici même, impliquant un de nos instructeurs et une personne qui travaillait à l'entretien de la salle. Les regards se tournèrent de même vers Carole et Abigail, bien qu'elles fussent restées en retrait. Carole sentit ses joues chauffer. Abigail sentit la texture légèrement collante du tatami sous ses semelles. « Je ne supporte pas les rumeurs, continua Sato, je ne supporte pas non plus les injustices. Alors j'ai décidé de regarder les faits. » Il se tourna vers Carole. « Carole Peterson, acceptes-tu de venir témoigner de ce que tu as vécu ?» Les épaules de Carole se crispèrent. Son sac glissa un peu de sa main. Mais derrière elle, la main de Michael se posa dans son dos, ferme, rassurante. « Va Y, murmura-t-il. Elle avança ses pas un peu hésitants. Sa respiration faisait un léger bruit dans le micro que Sato lui tendit, l'odeur du métal froid lui montant au nez quand elle le prit. « Je suis Carole, commença-t-elle, la voix tremblante. J'ai travaillé ici 3 ans. Je nettoyais les tatamis, les vestiaires. Je respectais cet endroit. » Elle raconta d'abord par bribes, puis avec plus de fluidité, comment ce soir-là Todd avait commencé à plaisanter sur ses mains, son travail, sa place, comment il l'avait appelée sur le tatami pour une démonstration, comment elle avait refusé, comment Abigail s'était interposée. Sa voix, au début chuchotée, prit de la consistance à mesure qu'elle revivait la scène. Les mots sortaient clairs, posés comme nettoyés par la douleur de ces dernières semaines. Et après, continua-t-elle, il m'a licenciée ici devant vous, comme si j'étais un danger, comme si ma fille, sa voix se brisa un instant. Elle inspira, essuya d'un geste rapide l'humidité qui montait à ses yeux. Comme si ma fille n'avait pas essayé de me protéger. Todd ne resta pas silencieux longtemps. Avec tout le respect que je vous dois, Carole, intervint tu oublies certains détails. Cet enfant a porté un coup dangereux, je devais penser à la sécurité de tous, je t'ai toujours traité avec respect. Des murmures montèrent. On sentait la salle divisée entre ceux qui avaient cru à sa version et ceux que les dernières images et rumeurs commençaient à faire douter. Sato leva à nouveau la main. « C'est pour ça que je n'ai pas voulu me contenter de paroles. » Il se tourna vers le public. « Un de nos élèves a eu la prudence de filmer cette séance sans que nous le sachions. » Tous les regards se tournèrent vers Ben. Il déglutit, sentit sa bouche s'assécher, mais avança quand même, téléphone en main, câble déjà branché au projecteur. « Nous allons regarder ce qui s'est réellement passé du début à la fin, » annonça Sato. Sans coupe, Todd blêmit légèrement. « Kenji, protesta-t-il, tu vas vraiment te baser sur une vidéo amateur. Tu sais ce que ça donne, ces angles trompeurs, tu as déjà partagé ta propre version de cette scène sur Internet ?» Todd, répondit calmement Sato. « Il est juste que nous voyons aussi celle-ci. » L'écran blanc se remplit d'un halo bleu, une icône tourna une seconde, puis l'image se stabilisa. La salle entière vit alors ce que seules 4 personnes avaient vu jusqu'ici. Todd près du seau. Carole, serpillière en main, les plaisanteries, les rires, le plastron lancé, les refus, le ton qui monte, les regards gênés, le moment où Abigail pose le balai monte sur le tatami. Chaque phrase méprisante résonnait à travers les haut-parleurs, grossis indéniables. On entendait même certains soupirs, les petits hauts étouffés de parents mal à l'aise, puis le coup, la chute, le silence. Mais cette fois, ce silence était suivi par les images de Todd qui se relève, tente de rire, minimise. On le voit très clairement poser la main sur l'épaule d'Abigail, plus fort qu'il ne le faudrait avec ce sourire trop forcé. Quand la vidéo se coupa enfin, la salle était muette. Pendant 3 longues secondes, personne ne bougea. On n'entendait plus les enfants, plus les gants, plus rien. Juste le bourdonnement lointain des néons et un léger cliquetis de trophées qu'un courant d'air venait de faire vibrer, puis les murmures commencèrent. C'est pas ce qu'il avait dit, elle a attendu jusqu'au bout, la petite, on dirait bien qu'il l'a cherchée. Todd fit un pas vers le projecteur, la mâchoire crispée. Cette vidéo ne montre pas tout, protesta-t-il. Vous savez comment ça marche, ces choses-là? On peut faire dire n'importe quoi à des images.
Il tendit la main vers le câble, prêt à l'arracher, mais Sato fut plus rapide. Il se plaça entre lui et la table, le regard froid. « Tu ne toucheras pas à cette preuve, dit-il. » Une chaise racla le sol. Quelqu'un se leva dans le public, Madame Tran. Elle avançait avec une assurance tranquille, son badge discret du comité municipal accroché à la poche de son blasé. Arrivée près du tatami, elle se tourna vers l'assemblée. « Je suis Lynn Tran, annonça-t-elle, responsable du comité municipal des sports de jeunesse, et mère de Ben. » Les parents échangèrent des regards surpris. Todd, lui, devint livide. « Depuis des mois, nous recevons des plaintes concernant certains dojos de la ville, continua-t-elle. Sur l'usage des subventions, sur le traitement des élèves, sur la manière dont on parle aux familles les plus fragiles. Mais sans preuve, nous ne pouvions pas agir. » Elle désigna l'écran d'un geste net. « Aujourd'hui, nous en avons une. » Et elle montre non seulement un abus de pouvoir, mais aussi un mensonge par omission qui a failli détruire la réputation d'une adolescente et de sa mère. Elle laissa ces mots se déposer un à un. « À partir de maintenant, le comité ouvrira une enquête officielle sur l'Avance Combat Academy. Nous vérifierons vos dossiers de subvention, Todd Vance. Nous vérifierons les bourses promises, les montants déclarés, les engagements pris envers les familles. Nous examinerons aussi les signalements faits à vos partenaires comme Oak Ridge. » Todd ouvrit la bouche, la referma, chercha où poser ses mains, ses doigts se crispèrent sur le bord de sa ceinture. « Vous ne pouvez pas, commença-t-il. « Si, répondit-elle simplement. C'est exactement pour ça que notre comité existe. » D'un seul coup, Todd ne faisait plus face seulement à Carol, à une gamine de 13 ans, ou à un grand-père en survêtement. Il se retrouvait face à ce qu'il avait toujours cru pouvoir manipuler à distance, les institutions. Et cette fois, c'était la vérité qui était de leur côté. Son masque se fissura. « Vous croyez vraiment que vous pouvez comprendre ce que c'est, vous » lança-t-il, la voix plus dure. Il balaya la salle du regard. « Vous voyez 3 minutes de ma vie et vous pensez tout savoir, vous n'avez aucune idée de ce que j'ai sacrifié pour ce dojo, pour ces gosses. » Il se tourna vers Carol et Abigail, les yeux injectés de colère. « Alors oui, j'ai peut-être été dur. Mais sans gens comme moi, vos enfants continueraient à traîner dans la rue. » Quelques parents se raidirent, offensés. « Gens comme vous, répéta l'un d'eux. Des gens qui humilient une femme de ménage devant tout le monde et mentent après. » La barrière entre Todd et le reste de la salle venait de se fissurer aussi. Où qu'il se tourne, il ne voyait plus des alliés mais des témoins. « Tu aurais pu reconnaître ton erreur, Todd, dit calmement Sato, mais tu as choisi de mentir, d'effacer des fichiers, de ternir la réputation de cette famille, et de menacer leur logement. » Les regards se tournèrent vers lui surpris. « Oui, continua-t-il. Oak Ridge m'a contacté pour vérifier certains propos que tu leur avais tenus. Ils voulaient savoir si la fille de Carol posait un problème de sécurité. Je leur ai dit que l'incident était clos et que je n'avais rien demandé. Ils ont trouvé ça étrange. » De sueur perla à la naissance des cheveux de Todd. L'air du dojo déjà lourd lui sembla se densifier autour de lui. « Vous n'allez pas me juger sur une seule vidéo, lança-t-il acculé. Vous avez tous profité de mes cours, de mes contacts, de mon nom. » Il fit un pas vers Carol puis vers Abigail. « Et toi, petite, tu crois que tu es une héroïne, tu m'as frappé, tu as mis tout ça en branle. Tu crois que je vais te laisser gagner ?» Sa voix avait pris un ton plus menaçant, cinglant. Michael, jusque-là resté légèrement en retrait, fit alors ce qu'il avait promis à sa petite fille. Il se plaça entre elles et le danger. Il s'avança, se posta tranquillement face à Todd. Ses mains restèrent ouvertes, légèrement écartées de son corps. Sa posture était pourtant indéniablement celle de quelqu'un qu'on ne bouscule pas. « Tu n'iras pas plus près, dit-il simplement. » Il n'avait pas élevé le ton, mais on entendait dans chaque syllabe des années d'autorité contenue. « Et si je veux aller là-bas, cracha Todd. Tu vas faire quoi, me frapper toi aussi ?» Michael le regarda droit dans les yeux. « Non, je vais juste t'empêcher de faire une erreur de plus. » Un ricanement nerveux monta d'un coin de la salle, vite étouffé. Todd, lui, n'en pouvait plus. Tous les regards sur lui, son autorité en miettes, sa carrière menacée par un téléphone et par une femme du comité municipal. Il sentit quelque chose céder en lui. Il pivota brusquement, se jeta vers Ben et la table où reposait le téléphone branché au projecteur. « Donne-moi ça, rugit-il. » Il attrapa l'avant-bras de Ben, le secoua, tirant presque l'adolescent hors de son équilibre. Ben lâcha un cri surpris, le pied glissant un peu sur le tatami lisse. Ce fut le signal. Abigail n'eut pas besoin de réfléchir. Son corps savait déjà quoi faire.
mais cette fois, elle entendait aussi la voix de Michael, tout au fond, qui lui rappelait ce qu'elle avait décidé, ne pas frapper, contrôler. Elle franchit la distance en 2 pas. Au moment où Todd tirait sur le poignet de Ben pour lui arracher le téléphone, elle saisit la main de Todd d'un mouvement précis, tournant légèrement son propre corps pour dévier la force. Sa paume enserra le pouce et l'index de Todd, pivotant brusquement vers l'extérieur. Le poignet de celui-ci suivit, contraint, son bras se tordant malgré lui. Sous l'effet de la clé, son épaule se détendit et son centre de gravité se déséquilibra. Avec sa jambe, Abigail vint bloquer doucement le sien, non pas pour le balayer violemment, mais pour le priver de retour. Puis elle l'accompagna dans sa chute, le guidant jusqu'au tatami, où il se retrouva à genoux, le bras immobilisé dans son dos, incapable de bouger sans se faire encore plus mal. Elle sentit sa respiration rapide contre son avant-bras, la chaleur de sa peau sous le coton de son kimono, mais elle ne serra pas plus qu'il ne fallait, juste assez pour qu'il sache qu'il ne pouvait pas se relever. « Lâche-le, Todd, dit-elle, la voix étonnamment calme. Tu l'as assez serré, je crois. Ben, libéré de sa prise, recula de quelques pas, une main frottant la marque rouge qui commençait déjà à apparaître sur son poignet. Le contraste était total. L'homme adulte, ceinture noire, à genoux, coincé par une adolescente qui ne l'avait pas frappé une seule fois. Les parents regardant, certains la bouche ouverte, d'autres les yeux brillants d'une émotion qu'ils n'auraient su nommer. Abigail sentit le tremblement de Todd dans ses muscles, pas seulement de douleur, mais de rage contenue de peur peut-être. Elle desserra lentement sa prise, se releva et recula. Elle lui offrait même la possibilité de se remettre debout avec un minimum de dignité. Il resta un instant à genoux, tête baissée, les mains à plat sur le tatami. Son souffle court était le seul son audible. Puis il se releva, les joues écarlates, les yeux brillants d'une lueur trouble. Sato s'avança. « Tu viens d'essayer d'arracher un téléphone des mains d'un mineur devant toute la salle, dit-il. Tu as bousculé un élève. Tu as été immobilisé par une adolescente qui a plus de contrôle que toi. Je ne peux pas laisser ça sans conséquence. » Todd ouvrit la bouche, mais aucun son articulé n'en sortit. « À partir de maintenant, déclara Sato, tu es suspendu de toutes tes fonctions au sein de ce dojo. Tu n'enseignes plus, tu ne gères plus les plannings, tu ne représentes plus notre école nulle part. » Un murmure parcourut la salle. 1 ou 2 enfants laissèrent échapper un oh à voix haute. Des parents échangèrent des regards satisfaits, d'autres simplement soulagés. « Une enquête interne sera lancée dans notre organisation sur ton comportement, ajouta Sato. Et personnellement, je soutiendrai toute décision visant à te retirer ton grade dans notre lignée, si les faits se confirment. » Madame Tran reprit la parole. De notre côté, la ville gèle immédiatement toutes les subventions accordées à tes programmes, Todd. Elle sortit un dossier de son sac, qu'elle posa sur la table avec un claquement sec. Une vérification complète de tes comptes, de l'usage des bourses, et de tes signalements auprès d'autres structures, comme Oak Ridge va commencer. Elle se tourna vers Carol. Nous, en revanche, nous contacterons Oak Ridge pour leur signaler que le rapport qui a déclenché le réexamen de votre bail venait d'une personne aujourd'hui officiellement mise en cause pour abus de pouvoir. Todd sembla rapetisser d'un coup. Ce qui faisait sa force jusque-là, sa réputation, ses réseaux, sa capacité à tordre les récits à son avantage, se retournait maintenant contre lui, arme par arme. Autour du tatami, les réactions des parents s'organisaient. Certains se levèrent, attrapèrent les sacs de leurs enfants. « On ne remettra plus les pieds ici tant qu'il sera là », lâcha un père. Je me demandais depuis longtemps pourquoi ma fille revenait de cours en se sentant nulle, dit une mère d'un ton froid. Maintenant je sais. D'autres se contentèrent de tourner le dos à Todd, leur silence disant plus que des insultes. Par un juste retour des choses, il se retrouva exactement dans la position où il avait mis Carol, exposée, jugée par une salle entière. Sauf que cette fois, la vérité projetée sur le mur ne lui laissait aucun refuge. Les jours suivants, l'effet de ce qui s'était passé au dojo se propagea plus loin que les murs de la salle. Oak Ridge appela Carol. La voix au téléphone, cette fois, avait perdu sa neutralité distante. Elle avait gagné une pointe de gêne. « Madame Peterson, » dit le gestionnaire, « nous avons reçu de nouvelles informations concernant le rapport initial sur votre famille. Il apparaît que la personne à l'origine de ce signalement est actuellement l'objet d'une enquête pour abus. Nous souhaitions vous dire que la procédure de réexamen de votre bail est suspendue. Votre renouvellement ne sera pas affecté par cet incident. » Un silence de quelques secondes suivit.
Et nous tenions à nous excuser pour l'inquiétude que cela a pu vous causer, ajouta Théil, la voix plus basse. Quand Carole raccrocha, ses mains tremblaient à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas de peur, c'était comme si la tension accumulée trouvait enfin une sortie. Abigail la prit dans ses bras, et sentit, pour la première fois depuis des semaines, sa mère se tenir un peu plus droite. Au dojo, les changements furent tout aussi concrets. Maître Sato invita Carole à revenir, cette fois non pas comme simple femme de ménage payée au noir, mais avec un contrat en bonne et due forme. « Je ne peux pas effacer ce qui s'est passé, dit-il en la recevant dans son petit bureau qui sentait le thé vert et le bois ciré, mais je peux essayer de réparer ce qui est en mon pouvoir. J'ai été absent trop souvent, j'ai laissé à Todd plus de place que je n'aurais dû. » Il posa devant elle une feuille imprimée. Responsable de l'entretien et de l'accueil, Luelle, la voix un peu hésitante, avec des horaires décents, un salaire correct et surtout le respect qui aurait toujours dû accompagner ton travail, précisa Théil. Les yeux de Carole se remplirent d'une émotion qu'elle retint de peu. Et pour Abigail, osa-t-elle demander, je ne veux pas qu'elle soit punie d'avoir dit la vérité. Sato se tourna vers la jeune fille, assise sur la chaise à côté. Le tatami qu'on voyait par la porte entr'ouverte laissait monter une odeur familière de caoutchouc et de lessive. Cet enfant a maîtrisé un de mes instructeurs sans le frapper une seule fois, dit Sato, et elle l'a fait après avoir subi des semaines de pression. C'est plus de contrôle que beaucoup d'adultes que je connais. Et il se tourna vers Michael, debout derrière Abigail. Je vous proposerais bien de la prendre parmi nos élèves avancés, continua Théil, à une condition, que vous co-supervisiez sa formation avec moi. Je veux que ce qu'elle a montré aujourd'hui, force et retenue, soit au cœur de tout ce qu'elle fera ici. Michael hocha lentement la tête. Tant qu'elle se souvient pourquoi elle a appris à se battre, et pour qui, répondit-il. Abigail sentit la ceinture imaginaire autour de sa taille peser autrement. Ce n'était plus juste un morceau de tissu qu'elle portait parfois dans le salon de son grand-père. C'était le symbole d'une compétence qui avait failli la faire basculer d'un côté et qu'elle choisissait maintenant d'utiliser de l'autre. Certains parents, ceux qui s'étaient tus sous la peur, vinrent aussi. Une mère, les mains encore tachées de farine, s'approcha de Carole à la fin d'une réunion. « Je voulais m'excuser », dit-elle en triturant un ticket de caisse froissé. « Quand Todd t'a licencié, j'ai rien dit. J'ai même pensé qu'il devait avoir ses raisons, puis j'ai vu la vidéo, j'aurais dû te défendre. » Carole secoua la tête. « Vous n'êtes pas la seule, répondit-elle, et vous êtes là maintenant. » Un père posa sa main sur l'épaule d'Abigail. Ma fille rentrait en larmes certaines fois, parce qu'elle se sentait nulle ici, avoua Théil. Je me contentais de lui dire de s'endurcir. Je suis content que quelqu'un ait mis un stop à ça, merci. Les mots n'effaçaient pas les semaines de peur, ni les nuits blanches, ni le courrier d'Oak Ridge, mais ils remplissaient un vide. Ils replaçaient Abigail et Carole à un autre endroit que celui qu'on leur avait laissé, au centre de leur propre histoire, pas seulement comme figurantes dans l'ascension d'un homme blessé. Quelques soirs plus tard, l'appartement reprit un calme presque inhabituel. La télévision était éteinte. Dans la cuisine, une tasse de thé au citron laissait monter une odeur douce et légèrement acidulée. Par la fenêtre entr'ouverte, on entendait au loin le grondement feutré de la circulation, un scout qui passait, un éclat de rire perdu venu de la rue. Dans le salon, Michael et Abigail se tenaient face à face, pieds nus sur le tapis. Pas de coups rapides cette fois, juste des mouvements lents, maîtrisés, presque dansés. Un blocage répété au ralenti, une esquive, un pivot. La respiration régulière, presque en harmonie. Sens le poids de ton pied dans le sol, disait Michael. Chaque fois que tu bouges, tu dois savoir où tu te trouves, pas seulement ton corps, toi. Abigail ferma un instant les yeux. Elle sentit la rugosité légère du tapis sous ses orteils, la tiédeur de la pièce, la manche de son t-shirt qui frôlait son avant-bras à chaque mouvement. Elle repensa à tout ce qui l'avait amené là, à la porte qui se referme sur le dos de son père, à la voix de Todd qui transformait sa mère en blague vivante, à la vidéo tronquée qui faisait d'elle une agresseuse, à Oak Ridge qui menaçait leur toit en quelques phrases glacées. Pendant longtemps, elle avait cru que tout ce qu'elle pouvait faire c'était encaisser, ou frapper, deux extrêmes. Elle réalisa maintenant qu'il y avait autre chose entre les deux, une zone où elle pouvait choisir quand se lever, quand parler, quand se retenir, quand agir, pas pour prouver qu'elle était forte, mais pour protéger ce qui comptait. Elle rouvrit les yeux, dans le miroir accroché au mur, un vieux cadre un peu piqué, elle aperçut son reflet.
Ce n'était plus tout à fait la même fille que celle qui se cachait derrière un balai pour éviter les moqueries. Ses épaules étaient plus droites, son regard plus stable. Michael fit un dernier signe de main. Ils s'inclinèrent l'un devant l'autre, respect tacite qui n'avait rien à voir avec celui qu'exigeait Todd. Abigail défit le nœud de sa ceinture pour la renouer plus fermement. Le tissu râpeux glissa contre ses doigts familiers. Elle pensa à Todd, quelque part en train de faire face à des formulaires, des questions, des regards qu'il ne contrôlait plus. Elle ne ressentait pas de triomphe cruel, juste la satisfaction simple que ses actes aient enfin un prix. Elle pensa à son père, dont elle ne savait plus rien. Et pour la première fois, elle se rendit compte que son départ n'était plus le centre de son histoire. Il était un chapitre parmi d'autres, pas la définition de sa valeur. Elle inspira profondément. « Alors, tu te sens comment » demanda Michael. Elle réfléchit un instant. « Pas victorieuse » répondit-elle, « plutôt à ma place. » Un sourire discret éclaira le visage ridé du vieux soldat. « C'est mieux que toutes les victoires, dit-il. » Abigail regarda encore son reflet, une seconde de plus. Elle n'était plus la fille de la femme de ménage, qu'on exhibe pour faire rire une salle. Elle n'était plus la gamine qu'on montre du doigt sur une vidéo tronquée. Elle était celle qui avait appris quand dire non, quand frapper une fois, quand immobiliser sans cogner, et quand laisser les preuves parler. Et si cette histoire vous a touché, si vous avez suivi chaque souffle retenu, chaque injustice et chaque petite victoire jusqu'à ce moment où elle se redresse enfin, prenez une seconde pour le dire. Un like, un abonnement, ça ne change pas la vie d'Abigail, elle a déjà repris la sienne en main, mais ça permet de partager plus d'histoires comme la sienne. Et dites-moi en commentaire, vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous attendu dans l'ombre pour vous venger, ou choisi, comme elle, de transformer un simple coup en une leçon pour toute une ville? On se retrouve dans la prochaine histoire.